Les observations d'OVNIs constituent une menace pour la sécurité nationale. Par rapport au reste de la population, peu de personnes peuvent prétendre à l'honneur d'être astronautes. Cependant, ce privilège s'accompagne de la possibilité effrayante de voir des choses choquantes dans l'espace. Dans cette vidéo, d'anciens astronautes soviétiques révèlent les choses terrifiantes qu'ils ont vues dans l'espace. C'est une journée de routine sur la station spatiale Salyut 6, en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 350 km. Les deux cosmonautes soviétiques, Vladimir Kovalyonok et Viktor Savinik, sont occupés à des expériences scientifiques et à des tâches de maintenance. Ils étaient à bord depuis plus de 2 mois et se réjouissaient de rentrer chez eux dans quelques semaines. Mais le 5 mai 1981, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui a changé leur vie pour toujours. Vers 11h, heure de Moscou, Kovalyonok a remarqué un objet étrange à l'extérieur du hublot de la station. C'était une grande sphère orange, de la taille d'un bus, qui brillait d'une lumière intense. Il se dirigeait lentement vers la station, comme s'il était curieux de la découvrir. Kovalyonok a alerté Savinik, qui a également vu la sphère. Ils ont rapidement saisi leurs appareils photo et ont commencé à prendre des photos et à enregistrer des vidéos du mystérieux visiteur. Ils ont également essayé de contacter le contrôle au sol à Moscou, mais il n'y a pas eu de réponse. La radio était silencieuse. La sphère se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'à une quarantaine de mètres de la station. Puis il s'est arrêté et a plané sur place. Les cosmonautes ont pu observer certains détails de sa surface, comme des rainures et des bosses. Ils ont également remarqué qu'elle était entourée d'un léger halo, comme une couronne. Ils ressentent un mélange de crainte et de peur. Qu'est-ce que cette chose? Était-elle vivante? Était-elle intelligente? Était-elle amicale ou hostile? Ils n'avaient pas de réponse. Seulement des questions. Il s'est alors passé quelque chose d'encore plus incroyable. La sphère s'est scindée en 2 sphères plus petites, chacune de la taille d'une voiture. Ils se sont séparés et sont allés de part et d'autre de la station. Puis ils se sont réunis et sont redevenus unis. Ils ont répété ce processus plusieurs fois comme s'ils jouaient un jeu ou exécutaient une danse. Les cosmonautes ont été stupéfaits par cette démonstration d'agilité et de coordination. Ils ont réalisé qu'ils étaient témoins de quelque chose qui dépassait leur entendement, quelque chose qui défie les lois de la physique et de la logique, quelque chose qui appartient à un autre monde. Ils ont ressenti une vague d'émotion. Ils voulaient communiquer avec les sphères, établir une sorte de contact. Ils ont essayé d'utiliser des gestes et des sons, mais il n'y a pas eu de réaction. Les sphères semblent les ignorer. Puis, après une dizaine de minutes de ce comportement étrange, les sphères se sont à nouveau fondues en une seule et se sont éloignées de la station. Ils accélèrent rapidement et disparaissent dans le noir de l'espace. Les cosmonautes sont restés sans voix et sans souffle. Ils se sont regardés avec incrédulité. Ils venaient de rencontrer des extraterrestres. Ils ont essayé de contacter à nouveau le contrôle au sol, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Ils ont vérifié leurs instruments et ont constaté que tout était normal. La station fonctionnait correctement, et leurs signes vitaux étaient stables. Ils ont décidé de garder le silence sur ceux qu'ils avaient vus jusqu'à ce qu'ils puissent parler à leurs supérieurs face à face. Ils savaient que leur histoire serait difficile à croire et qu'ils risquaient d'être ridiculisés ou soupçonnés. Ils savaient également qu'ils ne disposaient d'aucune preuve, hormis leurs propres souvenirs et quelques photos et vidéos floues. Ils poursuivent leur mission comme si de rien n'était, mais ils ne peuvent oublier ce qu'ils ont vu. Ils se demandaient s'ils reverraient un jour les sphères ou s'ils apprendraient un jour leur origine et leur raison d'être. Ils sont revenus sur Terre le 9 juin 1981, après avoir passé 75 jours dans l'espace. Ils ont rapporté leur rencontre aux autorités qui les ont écoutés avec intérêt mais scepticisme. On leur a dit de garder le secret et de ne pas en parler publiquement. Entre-temps, même le premier homme dans l'espace n'a pas pu échapper à des rencontres avec des extraterrestres. Yuri Gagarin a été le premier homme à s'envoler dans l'espace, le 12 avril 1961. Il devient instantanément un héros de l'Union soviétique, un symbole du triomphe du communisme sur le capitalisme et un pionnier de la frontière cosmique. Mais il avait aussi un secret qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Il avait vu des extraterrestres lors de son volume historique. La mission de Gagarin, baptisée Vostok 1, n'a duré que 108 minutes. Il s'est placé une fois en orbite autour de la Terre, atteignant une altitude de 327 km et une vitesse de 27,400 km par heure. Il a fait l'expérience de la pesanteur, a vu la courbure de la Terre et s'est émerveillé de la beauté des étoiles. Mais il a aussi vu autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Quelque chose qui l'a terrifié.
Cela s'est produit alors qu'il se trouvait au-dessus de l'océan Pacifique Sud, à mi-chemin de son orbite. Il a remarqué un flash lumineux à l'extérieur de sa fenêtre, suivi d'une forte détonation. Il pensait qu'il s'agissait d'un météore ou d'un satellite, mais il les a vus. 3 objets étranges volant en formation à côté de sa capsule. Ils avaient la forme de disques d'un diamètre d'environ 10 mètres. Leur surface métallique reflétait la lumière du soleil. Ils n'avaient pas d'ailes, pas d'hélices, pas de jet, aucun moyen de propulsion visible. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une agilité incroyables, changeant de direction et d'altitude sans inertie apparente. Gagarin est stupéfait et effrayé. Il ne savait pas ce qu'ils étaient ni ce qu'ils voulaient. Il se demande s'ils sont hostiles ou amicaux. Il se demande s'ils viennent de la Terre ou d'une autre planète. Il se demande s'ils sont conscients de sa présence ou non. Il a essayé de contacter le contrôle au sol à Moscou, mais il n'y a pas eu de réponse. Il est seul dans l'espace, avec pour seul compagnon sa radio et ses instruments. Il se sentait impuissant et vulnérable. Il a décidé de prendre des photos et d'enregistrer une vidéo des objets, dans l'espoir d'obtenir des preuves de leur existence. Il a également essayé de communiquer avec eux par des gestes et des sons, mais il n'y a pas eu de réaction. Les objets semblent l'ignorer. Ils sont restés avec lui pendant une dizaine de minutes, volant autour de sa capsule de manière ludique. Ils semblaient curieux et amusés par lui, comme s'il s'agissait d'un jouet ou d'un animal. Ils ne lui ont pas fait de mal et n'ont pas entravé sa mission. Mais ils ne l'ont pas aidé non plus et n'ont pas répondu à ses questions. Ensuite, aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils ont disparu. Ils accélèrent rapidement et disparaissent dans le noir de l'espace. Gagarin reste sans voix et sans souffle. Il vient de rencontrer des extraterrestres. Il tente de recontacter le centre de contrôle au sol, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Il vérifie ses instruments et constate que tout est normal. Sa capsule fonctionnait correctement et ses signes vitaux étaient stables. Il décide de garder le silence sur ce qu'il a vu jusqu'à ce qu'il puisse parler à ses supérieurs en tête-à-tête. Il savait que son histoire serait difficile à croire et qu'il risquait d'être ridiculisé ou soupçonné. Il savait également qu'il ne disposait d'aucune preuve, hormis ses propres souvenirs et quelques photos et vidéos floues. Il poursuit sa mission comme si de rien n'était. Mais il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Il se demandait s'il reverrait un jour ces objets ou s'il apprendrait un jour leur origine et leur fonction. Il est revenu sain et sauf sur Terre le 12 avril 1961, après avoir passé 108 minutes dans l'espace. Il a rapporté sa rencontre aux autorités qui l'ont écouté avec intérêt mais scepticisme. On leur a dit de garder le secret et de ne pas en parler publiquement. Ils se sont conformés à cet ordre, mais ils ont également partagé son histoire avec des amis et des collègues de confiance. Certains d'entre eux l'ont cru, certains d'entre eux ont douté de lui, et certains d'entre eux se sont moqués de lui. Cette rencontre est devenue un sujet de spéculation et de controverse parmi les amateurs d'OVNI et les théoriciens de la conspiration pendant des décennies. Certains prétendent que Gagarin a été saboté par Brejnev, jaloux de la popularité du cosmonaute. Certains ont prétendu que Gagarin avait eu une rencontre avec un OVNI qui avait provoqué l'accident. Certains prétendent que les photos et les vidéos de Gagarin ont été confisquées par le KGB. Cependant, aucune de ces affirmations n'a été prouvée ou confirmée par des sources ou des preuves fiables. La cause officielle de la mort de Gagarin en 1968 est un accident d'avion dû à de mauvaises conditions météorologiques. Les photos et vidéos prises par Gagarin pendant son volume n'ont jamais été rendues publiques. La vérité sur la rencontre de Gagarin avec un extraterrestre reste un mystère à ce jour. Peut-être découvrirons-nous un jour ce qui s'est réellement passé le 12 avril 1961 lorsque Yuri Gagarin est devenu le premier homme dans l'espace et le premier homme à avoir rencontré des extraterrestres. Moussa Manarov est un autre cosmonaute soviétique qui a rapporté avoir vu des extraterrestres. En fait, la prétendue observation d'un extraterrestre par Moussa Manarov au cours de sa mission spatiale en 1991 a été l'un des sujets les plus débattus dans le domaine de l'exploration spatiale et de la vie extraterrestre. Son récit, rempli de détails complexes et de récits passionnants, a été une source de fascination pour de nombreuses personnes, des passionnés de l'espace aux scientifiques en passant par le grand public. Moussa Manarov n'était pas un inconnu dans le monde de l'exploration spatiale. Au moment où il s'est embarqué pour sa mission de 1991, il avait déjà acquis une réputation d'astronaute compétent et fiable. Ce facteur de crédibilité est l'une des raisons pour lesquelles ces affirmations ont attiré autant d'attention. Si une personnalité moins réputée avait fait une telle déclaration, elle n'aurait peut-être pas eu le même poids ou le même examen. Au cours de cette mission, Manarov a rapporté avoir vu des objets non identifiés qui ne ressemblaient à aucun vaisseau spatial ou débris connus. Selon lui,
ces objets se déplaçaient selon des schémas qui ne correspondaient pas à ceux d'un satellite ou d'un débris spatial fabriqué par l'homme. Mais surtout, ils ont fait preuve d'une agilité et d'une vitesse qui, selon Manorov, dépassaient de loin les capacités de toutes les technologies disponibles à l'époque. Il les a décrites comme luminescentes, avec une forme changeante, tantôt sphérique, tantôt allongée. La partie la plus captivante du récit de Manorov est peut-être sa description détaillée des entités à l'intérieur de ces engins non identifiés. Il les a décrits comme des êtres à la carrure élancée, à la tête allongée et aux grands yeux en amande. Selon Manorov, leur comportement n'était ni agressif ni ouvertement amical. Il semble curieux, observant l'astronaute de loin. Manorov a raconté qu'il a eu la sensation écrasante d'être observé, mais heureusement pas menacé. Pour ajouter au mystère, Manorov a affirmé que ses instruments de bord se sont comportés de manière erratique lors de cette rencontre. Il a détaillé les CA de dysfonctionnement de l'équipement, de perturbation de la communication et de relevés anormaux. Ces anomalies, a-t-il affirmé, n'ont commencé qu'au moment où les objets non identifiés se sont approchés et ont cessé peu après leur départ. Il pensait que ces interruptions étaient plus que de simples coïncidences et supposait que les objets avaient une certaine influence sur les instruments de son vaisseau spatial. Comme on pouvait s'y attendre, les médias se sont emparés de son récit avec les journaux, des chaînes de télévision et des émissions de radio dans le monde entier couvrant ces affirmations. Pour beaucoup, les détails qu'il a fournis semblaient trop précis et cohérents pour être les fabrications d'un esprit délirant ou les hallucinations d'un astronaute stressé. D'autres avaient du mal à croire qu'un professionnel qualifié, connu pour sa rationalité et sa méticulosité, puisse confondre des étoiles, des satellites ou des débris spatiaux pour des vaisseaux extraterrestres. En outre, Manorov n'avait manifestement rien à gagner à inventer une telle histoire. En fait, le fait d'avancer de telles affirmations pourrait potentiellement mettre en péril sa réputation et sa carrière. Cependant, le récit de Manorov n'a pas manqué de susciter le scepticisme. De nombreux membres de la communauté scientifique ont exigé des preuves tangibles au-delà des témoignages personnels. Ils ont souligné que l'immensité de l'espace et les effets de l'isolement pouvaient jouer des tours à l'esprit humain, entraînant des interprétations visuelles et sensorielles erronées. Certains ont avancé que ce que Manorov avait vu pouvait être des illusions d'optique, des reflets ou même des débris spatiaux non identifiés auparavant. En outre, selon eux, les pépins techniques et les dysfonctionnements des équipements ne sont pas rares lors des missions spatiales et ne sont pas nécessairement liés à la présence d'engins extraterrestres. Le récit de Manorov a également ouvert des discussions sur les capacités de perception humaine dans l'immensité de l'espace. L'espace extra-atmosphérique est un environnement difficile, tant sur le plan physique que psychologique. L'absence d'un cadre de référence familier, combiné à l'ampleur et à l'étrangeté de l'espace, peut affecter la perception. Les astronautes suivent un entraînement rigoureux pour relever ces défis, mais l'esprit humain reste une entité complexe. Au fil du temps, l'histoire de la rencontre de Moussa Manarov avec un extraterrestre est devenue un mélange de légende et de spéculation, et l'enquête. De nombreux documentaires, livres et articles ont été consacrés à la dissection de chaque détail de son récit. Les témoignages de collègues astronautes, du personnel de contrôle de la mission et même de passionnés de l'espace qui auraient pu suivre la mission ont ajouté des couches de complexité au récit. Certains corroborent des aspects de son histoire, tandis que d'autres proposent d'autres explications. Dans le domaine de l'ufologie, le récit de Manorov est l'un des témoignages les plus détaillés et les plus convaincants d'une rencontre extraterrestre dans l'espace. Que l'on croie son récit ou qu'on le considère comme une interprétation erronée, il offre indéniablement un aperçu captivant des possibilités qu'offre l'univers. Mais ce qui est peut-être encore plus choquant, ce sont les CA d'observation et de rencontres d'OVNI ici même sur Terre. L'un des incidents dont on parle le plus est celui de Voronezh, qui s'est déroulé en 1989. Il s'agit d'un groupe d'enfants qui affirment avoir vu une soucoupe volante, un extraterrestre à 3 yeux et un robot dans un parc de la ville de Voronezh. L'incident a été largement rapporté par les médias officiels soviétiques, suscitant une vague d'intérêt et de spéculation parmi le public et la communauté scientifique. L'incident s'est produit le 27 septembre 1989, vers 18h30, alors que plusieurs garçons jouaient au football dans un parc près du district de Voronezh, dans le sud-ouest du pays. Selon leur récit, ils ont vu une lueur rose dans le ciel, suivie d'une boule rouge foncée d'environ 3 mètres de diamètre. La balle a tourné en rond, a disparu, puis est réapparue quelques minutes plus tard. Il a ensuite plané au-dessus du sol et s'est posé près d'un bouleau.
Les garçons sont étonnés de voir une trappe s'ouvrir sur le côté de la boule et 2 silhouettes en sortir. L'un d'eux était une créature humanoïde d'environ 3 mètres de haut, avec 3 yeux et une peau grise. Il portait des bottes couleur bronze et un disque sur la poitrine. L'autre était un petit robot d'environ 1,50 m de haut, avec des yeux rouges et un corps métallique. L'extraterrestre et le robot se sont promenés dans le parc pendant quelques minutes, examinant apparemment les environs. Ils ont ignoré les garçons, qui n'osaient pas les approcher. L'extraterrestre avait un dispositif qui ressemblait à un pistolet, qu'il a utilisé pour tirer sur un panneau à proximité, ce qui l'a fait s'enflammer. Il a également utilisé l'appareil pour faire disparaître un garçon de 16 ans, qui est réapparu après que l'extraterrestre et le robot soient retournés à leur vaisseau. Les garçons ne sont pas les seuls témoins de cet événement extraordinaire. Une femme nommée Lyudmila Shaposhnikova, qui vivait dans un immeuble surplombant le parc, a vu la balle rouge atterrir et décoller. Elle aperçoit également 2 silhouettes près du boulot, mais ne parvient pas à les distinguer. Elle pensait qu'il s'agissait d'enfants jouant avec des feux d'artifice. Un autre témoin est un lieutenant du commissariat de police du district de Voronej, qui était de service cette nuit-là. Il a vu une lumière brillante dans le ciel, qu'il a prise pour un hélicoptère. Il aperçoit alors un corps volant dans le ciel, qu'il pense être un sauteur en parachute. Il n'a réalisé qu'il avait vu un extraterrestre qu'en lisant le rapport du TASS le lendemain. Le rapport de la TASS a été publié le 19 octobre 1959, 2 semaines après l'incident. Il est basé sur des entretiens avec 10 ou 12 jeunes qui affirment avoir vu l'OVNI et ses occupants. Le rapport cite également le docteur Solanov du laboratoire géophysique de Voronej, qui a confirmé l'emplacement de l'atterrissage par biolocalisation, une forme de perception extrasensorielle. Le rapport indique que l'incident n'est pas une plaisanterie et qu'il s'agit d'un fait avéré. Le rapport de la TASS a fait sensation en Union soviétique et à l'étranger. C'était l'une des premières fois qu'un média officiel soviétique rendait compte d'une observation d'OVNI sans la qualifier de canular ou de phénomène naturel. Elle a été considérée comme un signe de la nouvelle ouverture et de la glasnost que Mikhaïl Gorbatchev avait introduite dans ses réformes. De nombreuses personnes étaient curieuses et fascinées par la possibilité d'un contact extraterrestre. D'autres se sont montrés sceptiques et ont critiqué la crédibilité et les motivations des témoins et des journalistes. L'incident de Voronej a déclenché une vague de rapports et d'enquêtes sur les ovnis en Russie et dans d'autres pays. Des ufologues se sont rendus à Voronej et ont interrogé les témoins et d'autres habitants. Ils ont trouvé des traces d'herbe et de terre brûlées près du boulot où l'OVNI avait atterri. Ils ont également recueilli les témoignages d'autres personnes qui avaient vu des lumières et des objets étranges dans le ciel à cette époque. Certains ufologues ont suggéré que Voronej faisait partie d'une vague plus importante d'activités OVNI qui se produisait en Russie depuis 1987. L'incident de Voronej a également inspiré diverses expressions artistiques et culturelles, telles que des livres et des films, des dessins animés, des chansons et des jeux. Certaines de ces œuvres décrivent l'incident comme un événement humoristique ou satirique, tandis que d'autres le décrivent comme un événement sérieux ou dramatique. Parmi les exemples, citons The Movie Voronej Incident, réalisé par Nikolai Lebedev, qui est une comédie sur 2 journalistes qui se rendent à Voronezh pour enquêter sur l'atterrissage d'un ovni. Le livre Les extraterrestres de Voronej, écrit par Vladimir Goubarev, qui était l'un des journalistes de la TASS ayant couvert l'incident. Le dessin animé L'extraterrestre à 3 yeux, créé par Vladimir Tarasov, qui est une parodie de l'incident et de sa couverture médiatique. La chanson Voronej, interprétée par le groupe de rock Aliza, qui rend hommage aux témoins et à leur courage. Et le jeu Voronej Incident, développé par Gamos, qui est un jeu d'aventure point-and-click basé sur l'incident. L'incident de Height 611 est l'un des SIAD OVNI les plus intrigants et les plus mystérieux de l'histoire. Il s'agit d'un objet volant non identifié qui se serait écrasé sur une colline près de la ville de Dalnogorsk, en Union soviétique, le 29 janvier 1986. Cet incident a suscité beaucoup d'intérêt et de controverses parmi les chercheurs, les scientifiques et le public, car il a laissé derrière lui des preuves physiques inhabituelles qui défient les explications conventionnelles. L'objet qui s'est écrasé à la hauteur 611, également connu sous le nom de mont Izvestkavaya, a été décrite par des témoins oculaires comme une boule rougeâtre de la taille de la moitié du disque lunaire. Il volait parallèlement au sol, à une vitesse d'environ 15 mètres par seconde, et à une altitude d'environ 700 mètres, 800 mètres au-dessus du sol. Il ne fait aucun bruit en survolant la ville de Dalnogorsk.
Lorsque l'objet a atteint l'altitude 611, il a commencé à descendre et s'est écrasé sur la colline. Certains témoins affirment qu'elle est tombée avec un éclair et a disparu, tandis que d'autres affirment qu'elle a oscillé en altitude au-dessus de la colline, émettant une lumière d'intensité variable au fur et à mesure qu'elle s'élevait et s'abaissait. La lumière émise par l'objet a été comparée à un feu de forêt qui a duré environ 1 heure. Un groupe de chercheurs locaux, dirigé par Valérie Dvuzilny, a décidé d'enquêter sur le site de l'accident. Ils ont trouvé des matériaux étranges et des traces sur la colline, comme du bois brûlé, des roches avec des gouttes de métal argenté, des perles noires vitreuses et des fragments de mailles. Ils ont prélevé des échantillons et pris des photos du site à l'aide de 2 appareils photo différents. Cependant, lorsqu'ils ont développé le film, ils ont découvert qu'il était vierge. Les échantillons ont ensuite été analysés par divers laboratoires et instituts en Union soviétique et à l'étranger. Les résultats sont étonnants et déroutants. Les gouttes de métal argenté se sont révélées être du plomb, mais d'un type différent des gisements de plomb locaux. Les billes vitreuses noires étaient principalement composées de plomb, de silicium et de fer, mais certains contiennent également du zinc, du bismuth et des éléments de terre rares. Le sol, les roches et le bois brûlé avaient une composition chimique similaire à celle des échantillons provenant de l'événement de Tunguska. Une autre explosion mystérieuse qui s'est produite en Sibérie en 18. Le matériau le plus déconcertant était les fragments de mailles. Ils étaient constitués d'une substance qui ne se dissolvait pas dans les acides forts et les solvants organiques, même lorsqu'elle était exposée à des températures élevées pendant de longues périodes. L'un des fragments contenait du scandium, de l'or et du lantane, sodium et samarium, tandis qu'un autre contient de l'or, l'argent et le nickel. Après avoir chauffé l'un des fragments sous vide, l'analyse n'a révélé aucune trace de ces éléments, mais plutôt du molybdène et du rhénium. La concentration d'or dans l'un des fragments était équivalente à 100 grammes par tonne métrique, ce qui est très élevé pour l'or naturel. Le niveau de radiation du site d'atterrissage était normal, qui a exclu la possibilité d'un engin nucléaire ou d'une météorite. La forme et la taille de l'objet ne correspondent pas non plus à celles d'un avion ou d'un satellite connu. L'origine et la nature de l'objet sont restées inconnues et inexpliquées.